Voilà, vous nous avez dit, au moment où vous êtes inscrit à cette conférence, donc quand vous êtes inscrit à cette conférence, on vous a demandé quelle était votre banque principale. Et vous nous avez dit, principalement, que vous êtes chez les grands acteurs du marché belge typique, ING, BNP Paribas, Belfius. Il n'y a que 25% d'entre vous qui nous avez dit que votre banque principale est une autre banque, que ce soit AXA, Deutsche Bank, Triodos. Ceci représente, ou ces chiffres représentent assez bien ce qu'un de vous nous a écrit, c'est-à-dire qu'au niveau de la finance, vous me disiez, je suis assez passif, mon banquier est encore celui de mon enfance. Et je crois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se reconnaîtront dans cette citation. Alors, est-ce que c'est un problème ou pas ? C'est difficile à savoir, parce qu'en fait, on a peu de données pour évaluer la situation. Quand on vous demande si votre banque est assez transparente, certains d'entre vous, 70% d'entre vous nous disent non, ma banque n'est pas assez transparente, et donc c'est difficile de savoir si cette situation, qui est assez passive finalement, est un souci, et si elle est un souci, comment est-ce qu'il faut la changer ? Encore quelques chiffres à propos de vous, justement. Quand on vous demande si vous êtes satisfait de cette situation, si vous êtes content de votre banque, il n'y a que 21% qui sont satisfaits et en accord avec votre banque. Donc la question est, les autres, 30% qui disent qu'ils n'en sont pas satisfaits avec leur banque, ils sont en désaccord, qu'est-ce qu'ils font encore là ? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre une décision active pour une situation qui est plus satisfaisante. Je pense que la réponse est dans la troisième barre, c'est-à-dire que 49% sont surpris du résultat du scan que vous avez fait avec votre banque et ont découvert des choses qui soulèvent un questionnement. Donc en fait, on n'est pas encore au stade où on sait ce qu'il faut faire, on est au stade du constat, et du constat surtout d'un inconfort, de se dire je ne suis pas satisfait de la situation, mais je ne sais pas bien quelles sont les pistes que je peux suivre. Ça, c'est un des constats. Deuxièmement, on n'a pas les informations pour décider de ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Et visiblement, la réponse à ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas est très variable pour chacun d'entre vous. J'ai repris ici 2 questions à laquelle vous avez répondu, où il y avait un consensus. 80% d'entre vous disent « ça me scandalise que de nombreuses banques soutiennent des investissements dits sales dans des dictatures, armement, violation des droits de l'homme, destruction de l'environnement ». Là, il semble y avoir un consensus que ce n'est pas acceptable. De même, 78% étaient d'accord qu'ils souhaitent que leurs banques désinvestissent de secteurs ou de pays dits controversés, et comme les secteurs pétroliers, armement, nucléaire, pays corrompus et non démocratiques. Dans la question, on a mis toutes ces situations, tous ces cas ensemble. Je suis assez convaincue que si on décortiquait un élément à la fois, on aurait déjà beaucoup moins de consensus. Qu'est-ce qui est acceptable pour certains et pas d'autres ? Est-ce que le pétrole est un problème pour tout le monde ? Est-ce que certains trouvent qu'il faut désinvestir ? Certains trouvent qu'il ne faut pas parce qu'on n'a peut-être pas d'alternative. Donc, une fois qu'on regarde des détails très précis, on n'a plus vraiment de consensus sur là où on met les limites. Et toutes les autres questions qu'on vous a posées et que je n'ai pas reprises ici étaient des questions où il y avait une dispersion totale de vos réponses. Donc il n'y avait pas d'accord du tout ou de vision commune sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. On commence à percevoir un petit peu le défi, la difficulté autour de la finance responsable. Mais ce qui est certain, c'est que si on réfléchit à comment on va distribuer les ressources de la Terre, qui peuvent être cette tarte qu'on va se partager les uns les autres, il faut repenser notre façon de distribuer la tarte. Ce qu'on fait pour le moment n'est pas satisfaisant, et finance et société vivent un moment critique, un moment où il faut repenser ce lien entre finance et société, repenser notre façon de vivre, notre façon de consommer. Et vos choix en tant que citoyen par rapport à votre banque, la finance, c'est aussi une façon de consommer. Ce n'est pas l'alimentation, mais vous avez le même impact, la même façon d'être acteur dans ces choix-là. Alors l'investissement socialement responsable, dont je veux vous parler dans les quelques minutes qui suivent, est une des façons de repenser ce lien entre finance et société. Et je voulais prendre quelques minutes pour expliquer ce qu'est cette finance socialement responsable, parce qu'il y a quand même un flou autour du concept.
Je vous ai dit que les ressources, c'était une tarte. Ben, c'est peut-être plutôt de l'ordre du soufflé que de la tarte. Parce que si on regarde les données ici, et j'ai pris une très longue ligne du temps pour que les choses soient plus frappantes, mais si on part de 1900 jusqu'à 2000, on voit une explosion démographique, la population qui augmente clairement, mais ce qui est encore plus frappant, c'est l'explosion du produit national brut, qui augmente bien plus rapidement que la population. Et la question que moi je me pose quand je vois ce graphique, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe ici dans les années qui ne sont pas représentées dans le futur? Est-ce que le soufflet continue à grossir, ou est-ce que, comme n'importe quelle cuisinière craindrait, il va retomber? Et les données qu'on a jusqu'à présent indiquent qu'on est plutôt vers un scénario du soufflet qui retombe sur lui-même, qui ne va pas grandir éternellement. Quelques chiffres pour soutenir ce scénario-là. Je vous propose ici une figure qui est créée par le Stockholm Resilience Center qui montre l'impact environnemental de la croissance. Donc, parce qu'on est dans cette croissance constante, on a un impact sur la Terre qui met en danger notre capacité de vivre sur la Terre. Et ce que ce centre de recherche a identifié, c'est toute une série de dimensions où ils ont quantifié notre impact sur la Terre. Idéalement, il faudrait qu'on vive dans ce donut ici, entre les deux lignes rouges. Et on voit que dans certains domaines, entre autres tout ce qui est lié à la biodiversité, l'environnement, etc., notre impact est déjà bien au-delà du donut. Donc on a dépassé la frontière de ce qui fait que la Terre reste vivable pour les hommes. Dans tous les autres domaines, on n'a pas encore dépassé le donut, mais on l'a largement entamé. Et donc le risque est réel. Si on continue à consommer tel qu'on le fait, on va détruire la Terre finalement. Cette croissance, elle a un impact sur l'environnement, mais elle a aussi un impact sur le monde financier, qui s'illustre par l'apparition de toute une série de nouveaux acteurs qu'on a ici avec nous, mais aussi par l'apparition de toute une série de nouveaux produits. Et là, il y a une vraie diversification que je vous propose de classifier selon différents axes. Alors, il y a des produits qui ont un objectif plus de rentabilité et des produits qui ont un objectif plus de solidarité. Sur l'axe Y, on retrouve des produits qui ont un objectif de développement durable face à des produits qui ont vraiment une approche morale. Alors, tous ces produits sont des produits qu'on peut classifier d'investissement socialement responsable, mais dans des approches très différentes. Pour en nommer quelques-uns, on peut avoir des fonds religieux. Il y a des grosses associations, je pense à l'Église d'Angleterre, qui a de larges fonds à placer et qui vont se retrouver ici dans vraiment une approche morale de l'investissement. On a des fonds d'exclusion, très typiques aux États-Unis peut-être aussi, où on exclut tous les secteurs du péché, dans lesquels on ne veut pas investir, mais sans pour autant renoncer à de la rentabilité. On a également des fonds solidaires, des fonds de partage, qui ont un objectif d'impact sur la solidarité, le lien avec la société. Et puis toute une série de fonds ici en orange, qui ne renoncent pas du tout à la rentabilité, parce que faire de l'ISR ne veut pas dire que ça doit rapporter moins, mais qui se trouvent quelque part dans un objectif de développement durable et de rentabilité. Je pense à des fonds thématiques, des fonds verts par exemple, des fonds solidaires mais avec un objectif de rentabilité, et puis ici des fonds que vous retrouverez dans vos grosses banques classiques, celles qui représentent 75% de vos banques principales, qui proposeront des fonds best in class ou best effort. Qu'est-ce qui se cache derrière tous ces mots, derrière cette diversité de produits? D'abord, il se cache quelque chose de commun. Tous ces fonds d'investissement socialement responsable ont trois choses en commun. C'est d'une part un autre rapport au temps que la finance classique. C'est un rapport beaucoup plus long terme, une perspective génération future qui est fort différent du court-termisme ou très court-termisme qu'on retrouve dans la finance. Deuxième dimension qui les relie, c'est l'inclusion de facteurs non financiers. On va regarder un impact CO2, une satisfaction de l'employé, un taux de réinsertion des détenus, etc., etc. Donc, on n'est plus uniquement dans une réflexion entre risque et rendement. Troisièmement, toutes ces approches d'investissement socialement responsable font attention aux parties prenantes, c'est-à-dire qu'ils se posent la question de savoir quel est mon impact sur toutes les parties prenantes. Est-ce qu'il est positif, négatif? La première question, c'est savoir identifier cet impact. Et en deuxièmement, comment est-ce que je peux limiter l'impact négatif? Et donc, ça nous permet de dire que l'investissement socialement responsable, quel que soit le type de produit que vous choisissez, c'est une vision qui suppose ou qui nous dit que les indicateurs
classiques du marché, qui sont risque et rentabilité, ne suffisent pas du tout, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire en finance néoclassique, pour représenter toutes ces valeurs intangibles qui sont importantes à une société durable. Il y a plus que le prix pour déterminer qu'est-ce qui est durable, qu'est-ce qui a de la valeur, contrairement à ce que les marchés financiers voudraient nous faire croire. Ça, c'est ce qu'ils avaient en commun, ces différents produits financiers. Maintenant, qu'est-ce qui les distingue? C'est surtout l'approche, la stratégie qui est derrière le produit financier qui les distingue. Alors, on distingue d'une part le screening. Et ça, c'est quelque chose que vous avez presque tous proposé dans le sondage quand on vous demandait ce qu'on peut faire. Il y a différents types de screening. Le premier, qui vous est venu clairement à l'esprit plus rapidement, c'est l'exclusion de toute une série de secteurs nocifs à l'environnement, la société, la gouvernance, ESG. Et donc, on peut se décider d'investir, mais pas dans tel ou tel secteur qu'on considère nocif. De nouveau se pose la question, qu'est-ce qui est un secteur acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et cette réponse peut varier d'un individu à l'autre. On peut aussi avoir du screening qui est positif. Un screening positif, c'est sélectionner des secteurs que vous trouvez particulièrement positifs pour la société. Et ça va mener à des fonds thématiques. Imaginons un fonds sur le thème de l'eau. L'eau devient rare, est importante. On peut investir dans toute une série de sociétés qui vont être positives pour l'eau. On peut imaginer un fonds thématique sur les droits de l'homme, sur l'enseignement, sur la mobilité peut-être. Donc choisir des secteurs, des entreprises dans ces secteurs qui sont positifs pour une thématique qui vous est chère. Et c'est exactement la même idée que des fonds thématiques qui ne sont pas ISR. Troisième possibilité en termes de screening, on peut sélectionner des leaders dans chaque secteur en ESG. L'idée là, c'est de toujours profiter de la diversification, de ne pas limiter la possibilité de diversifier en se disant tel et tel secteur, je l'exclus. Donc tous les secteurs sont permis, mais on n'investit que dans les sociétés qui sont les plus performantes en termes sociétaux et de durabilité dans chaque secteur. Et on va éliminer les mauvais élèves de chaque secteur, donc sans perdre de diversification, mais en gagnant quelque chose au niveau de l'impact sur la société. Ça, c'était pour le screening, une approche à laquelle, visiblement, avec laquelle vous étiez familier. Il y a une deuxième approche qui n'est pas revenue dans le sondage, probablement parce qu'elle est plus orientée vers les investisseurs institutionnels. Mais donc, c'est une approche qu'on peut attendre de nos fonds de pension, de nos banquiers, de n'importe quel fonds dans lequel vous investiriez. Cette approche s'appelle l'engagement et peut se traduire de 3 façons différentes. Alors, il peut y avoir un engagement avec le vote aux assemblées générales. L'assemblée générale est importante parce que c'est le lieu où l'actionnaire dit à l'entreprise s'il est d'accord, comment ça se passe, et qui donne son accord aux dirigeants pour continuer à gérer l'entreprise telle qu'il le fait. Un gros souci, c'est les actionnaires dormants qui ne votent pas aux assemblées générales, et donc on peut exiger qu'il y ait un vote aux assemblées générales pour qu'on garde ce contrôle des actionnaires sur l'entreprise. Deuxième possibilité d'avoir un engagement, c'est la proposition de résolution d'actionnaires aux assemblées générales. De nouveau, là, c'est plus pour les investisseurs institutionnels qui vont se mettre ensemble et avoir une part suffisante dans une entreprise. Mais on voit de plus en plus, dans les assemblées générales, des résolutions qui demandent à l'entreprise d'avoir un bon comportement pour l'environnement, par exemple. Alors, ce n'est pas du tout dit que ces résolutions vont être approuvées à majorité, mais ça devient difficile pour l'entreprise de les ignorer quand il y a quand même peut-être, je ne sais pas, 20%, 30% de votes en faveur de ceci, parce que le message envoyé vers l'entreprise de la part des actionnaires est très clair à ce moment-là. Troisième possibilité d'engagement, c'est le dialogue avec l'entreprise émettrice. Et là, généralement, ça ne fait pas beaucoup de bruit, ça se passe derrière la scène. Ce sont les investisseurs institutionnels, typiquement aussi des grands fonds de pension, qui doivent avoir une vision durable, puisqu'on investit dans sa pension pour le futur, eh bien, qui vont rencontrer les entreprises, dialoguer avec eux, essayer de transformer leurs pratiques pour les aligner plus avec les intérêts de la société. Donc, ces différentes pratiques de l'ISR vont se retrouver dans les différents produits financiers que je vous ai présentés. Ce que je dois ajouter par rapport à l'ISR, c'est qu'il est éminemment paradoxal. Ce n'est pas noir ou blanc, et c'est peut-être ce qui rend l'ISR compliqué, difficile à comprendre. Je voulais souligner 4 paradoxes de l'ISR qui doivent être adressés d'une façon ou d'une autre. D'abord, j'en ai parlé, il faut déterminer ce qui est acceptable ou pas. Qu'est-ce qui est éthique en finance? Et quelles sont vos valeurs à vous?
Et qu'est-ce qu'on va exiger en termes de comportement de l'entreprise? Dans les réponses que vous nous avez envoyées dans le sondage, il y avait pas mal de discussions, de questions par rapport à l'énergie, en disant quelles sont les alternatives? Est-ce qu'il faut mettre tout dans l'énergie renouvelable? Est-ce qu'il faut abandonner l'énergie fossile? Est-ce que les impacts ne seront pas pires si on fait ça? Et donc ces questions de quelles sont mes valeurs, comment est-ce qu'elles se traduisent dans mes choix financiers, ne sont pas tout noir ou tout blanc, et il ne faut probablement pas avoir des réponses très radicales. Je crois qu'il faut, par rapport à un paradoxe, il faut des réponses nuancées et reconnaître que parfois la réponse se trouve quelque part au milieu. Deuxième paradoxe, c'est qu'il faut des données pour évaluer. Vous l'avez souligné vous-même, c'est très peu transparent toute cette histoire. Et donc la disponibilité des données n'est pas encore idéale et n'est pas légiférée. On attend que la Commission européenne, par exemple, propose un minimum de données qui devraient être publiées pour que vous puissiez estimer les performances de vos banques et des entreprises dans lesquelles elles investissent. Il y a aussi un paradoxe au niveau du subjectif et de l'objectif. La finance classique, les banquiers classiques ont l'habitude de travailler avec des formules mathématiques, des spreadsheets Excel. On met des chiffres pour obtenir une donnée, pour avoir une vanne. Beaucoup des éléments dont j'ai parlé, beaucoup de ce qui a de la valeur ne peut pas forcément être mesuré et quantifié. Et à ce moment-là, il faut introduire un certain jugement, une intuition. Comment est-ce qu'on met une intuition dans une spreadsheet Excel? Ça rend les banquiers très inconfortables, on va dire, et peut-être soi-même aussi quand on doit faire des choix. Et donc c'est cette balance difficile entre le subjectif et l'objectif. Troisième paradoxe, c'est l'existence de logiques conflictuelles. L'ISR est éminemment paradoxal parce qu'il essaie de rassembler d'une part une performance, une rentabilité à court terme et d'autre part un impact positif sur la société à long terme. Alors forcément, quand on fait un grand écart entre des logiques pareilles, ben oui, on a quelque chose qui est complexe et paradoxal. Et la réponse n'est pas de dire je fais uniquement l'un ou je fais uniquement l'autre, mais de trouver une balance entre les deux. Enfin, le paradoxe de l'engagement, je dis que celui-ci s'adresse probablement plus au fonds de pension, mais est-ce qu'il faut par exemple favoriser un dialogue privé entre l'entreprise et nous, ce que l'Église d'Angleterre et son fonds de pension fait typiquement, ou bien est-ce qu'il faut aller au dialogue public? Et ça, vous voyez parfois dans la presse, quand il y a des grands clashs entre des groupes d'actionnaires et des entreprises, c'est que le dialogue derrière la scène s'est mal passé et qu'on décide d'aller dans la presse. Alors à ce moment-là, on brise la relation. Si on avait pu développer une bonne relation dans l'entreprise, le fait d'aller en dialogue public casse la confiance. Et donc, c'est un choix difficile à faire, dialogue public ou dialogue privé. De même, dialogue ou sortie, parce qu'il y a toujours moyen de vendre ces actions pour protester. Mais à ce moment-là, quel est le message que j'envoie? Est-ce qu'il sera bien perçu par l'entreprise? Est-ce qu'elle comprendra ce que j'attends d'elle? Donc, ces choix-là aussi se présentent et doivent être traités par l'investisseur. Et la réponse ne sera pas l'un ou l'autre, mais